Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. En Afrique, le taux de vaccination contre la Covid-19 est encore inférieur à 15%, alors que l'apparition du variant Omicron a fait repartir à la hausse le nombre de cas observés sur le continent, poussant les États africains à réactiver les mesures restrictives telles que les confinements observés sur le continent. Outre la crise sanitaire, l'Afrique fait également face à une résurgence des coups d'État politiques, aux défis sécuritaires et alimentaires. Notre invité de cette édition de décryptage est M. Papa Ndiaye, chef de division des études régionales pour l'Afrique du Fonds monétaire international. Il présente ici les solutions aux crises multiformes que traverse l'Afrique. M. Papa Ndiaye, bienvenue sur Africa 24. L'Afrique vient de subir 3 chocs importants, la crise de la pandémie de Covid-19, la crise sécuritaire qui touche plusieurs pays de la région du Sahel et désormais la crise économique et alimentaire potentielle qui découle du conflit Russie-Ukraine. Quel regard portez-vous sur les perspectives économiques du continent face à ces 3 défis? Oui, comme vous l'avez souligné, la guerre en Ukraine est une crise qui s'ajoute à des chocs économiques et sociaux importants. On sortait, avec, pardon, la région sortait juste de la pandémie et recouvrait une croissance assez rapide. Quand on regarde les résultats économiques en termes de croissance pour l'année 2021, elle s'est élevée à peu près 4,5% et c'est beaucoup plus élevé que nos prévisions à l'époque. Donc, il y avait un élan assez fort qui s'était formé vers la fin de l'année 2021. Et ce que cette crise, cette guerre en Ukraine a fait, c'est vraiment de couper cet élan. Et comme vous l'avez vu dans les perspectives mondiales, on prévoit une croissance de 3,8% en 2022. Donc, tout l'élan qui a été gagné en fin de l'année dernière à peu près a été perdu. Mais j'aimerais aussi souligner que ces chiffres, cette croissance de 3,8% masque une grande hétérogénéité parmi les pays de la sous-région. Il y aura certainement donc, des pays qui vont profiter de la hausse des prix des matières premières qu'on a vu. La hausse très prononcée des prix des matières premières. Donc, tous les pays qui sont exportateurs de pétrole et de métaux, par exemple vont bénéficier de termes de change beaucoup plus favorables. Mais pour les 37 autres pays de la région, ça va être beaucoup plus, la situation va être un peu plus difficile. Et du coup, il y a pas mal de risques de tension parce que la hausse finalement de l'inflation va affecter les populations les plus vulnérables, augmenter la pauvreté et renchérir les risques de tension sociale. Monsieur Papa Ndiaye, au cœur de la crise de la pandémie de Covid-19, on a noté 2 faits majeurs, le faible taux de vaccination observé sur le continent et désormais le développement dans plusieurs pays des plateformes industrielles de fabrication de vaccins. Dites-nous, le continent semble-t-il selon vous suffisamment outillé pour affronter ce type de pandémie à l'avenir? C'est à peu près 13% de la population qui a un schéma de vaccination complet. Les difficultés que les pays avaient au début de la pandémie en termes de provision de vaccins se sont réduites et maintenant les problèmes se situent plus au niveau de la capacité des pays à délivrer ces vaccins, à vacciner leur population, à réduire l'hésitation, le refus des populations à se faire vacciner. Il y a eu, comme vous l'avez souligné, de bonnes initiatives avec l'établissement
d'infrastructures futures, hein, par exemple, pour produire des vaccins au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud, pour parler juste de l'Afrique subsaharienne, mais aussi certaines initiatives pour l'Afrique du Nord. Et ce sont des initiatives louables. Et donc, pour ce qui est de la résilience future et de la lutte contre les pandémies futures, ça, c'est un pas positif et qui va vers la bonne direction. Il faut cependant que les gouvernements s'assurent vraiment d'un approvisionnement prévisible et fiable des vaccins, que toute l'infrastructure nécessaire au point de vue tout ce qui est logistique de la chaîne de froid soit mise en place. Nous, de notre côté, du point de vue du Fonds monétaire international, l'établissement récent du Fonds de résilience et de soutenabilité va pouvoir accompagner les pays de la sous-région dans leur lutte, dans la prévision contre des pandémies futures, en leur donnant les moyens nécessaires, le financement nécessaire pour lutter contre des pandémies futures. Au cœur des crises, on a noté une extrême vulnérabilité des pays africains face aux chocs extrêmes. Le Fonds monétaire international a identifié 3 facteurs qui rendent les pays africains très exposés à ces chocs. Il s'agit notamment de la qualité d'intégration dans l'économie globale, du degré d'intégration dans les rouages des marchés financiers internationaux et de la capacité des États africains à disposer d'assez de réserves financières pour affronter les chocs extrêmes. Dites-nous, quelles sont les solutions possibles pour relever ces 3 challenges? Quand vous regardez les prévisions en termes de démographie, pour les 3 prochaines décennies, hein, à l'horizon 2050, la population mondiale devrait croître d'à peu près 2 milliards de personnes. Hein, et la moitié de ces 2 milliards, donc 1 milliard, devrait venir de la région. Juste pour vous dire le potentiel en termes de sources de demande, hein, et de sources de croissance qu'offre la région. Mais pour que la région puisse en fait donc réaliser ce potentiel énorme, il faudra vraiment qu'il y ait une intégration des pays. Et c'est là où l'initiative, par exemple, de la zone de libre-échange économique joue un rôle important, parce que c'est une zone de libre-échange qui crée déjà en 2022 un marché d'1,3 milliard de personnes, avec un PIB de plus de 2,5 billions de dollars. Et donc, assurer le succès de cette intégration est vraiment essentiel, parce que ça permettra donc de stimuler la compétition, de stimuler la croissance, d'attirer des investissements, vraiment de placer la région dans les chaînes de valeur globales, à la fois en tant que source de demande, mais aussi en tant que producteur. Hein. L'inclusion financière est un facteur important pour soutenir le développement économique. L'Afrique est aujourd'hui considérée comme un des leaders mondiaux de l'usage du mobile money et plusieurs banques centrales du continent partagent la volonté de développer des monnaies digitales, à l'exemple du Nigeria avec le e-Naira. Dites-nous, quel est selon le FMI le potentiel et les atouts d'une telle démarche? Pensez-vous que cette mécanique peut renforcer l'environnement économique des États africains? Comme vous avez souligné, le Nigeria est devenu l'un des premiers pays d'Afrique, hein, et le 2e au monde à émettre une monnaie numérique, l'e-Naira. Et en général, ces monnaies numériques nationales présentent plusieurs avantages. Il y a
l'avantage en termes de promouvoir l'inclusion financière, comme vous l'avez souligné. Ils réduisent les dépendances aux crypto-monnaies, et donc à des phénomènes qui peuvent affecter l'efficacité des politiques monétaires. Ce sont des monnaies numériques qui peuvent aussi réduire les coûts de transaction, par exemple, des envois de fonds qui sont, comme vous le savez, très élevés dans la région. Et donc, ce sont des monnaies qui présentent pas mal d'avantages. Cependant, il y a aussi pas mal de risques, en particulier au niveau des risques de cybersecurity et les données privées des agents. Donc, c'est un domaine qui est évolutif. Il y a pas mal de réflexions qui sont en train de se faire. Je crois qu'il y aura un peu plus de clarté dans les politiques à mener dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Pour que ces monnaies réussissent, il faut vraiment qu'elles soient accompagnées de politiques macroéconomiques réglementaires qui sont saines et qui renforcent la confiance dans la monnaie. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.